Elle avait hérité de ses dettes, accepté ce fardeau avec la résignation d'une veuve éplorée, jusqu'à ce qu'elle le voie de ses propres yeux. Son mari, soi-disant mort, enlaçant passionnément son amant dans un café de Montparnasse. Aïssata Diallo, 34 ans, avait passé les 6 derniers mois à pleurer un homme qui n'était jamais mort, à rembourser des créanciers pour quelqu'un qui coulait des jours heureux à quelques arrondissements de leur ancien appartement du 15e. Cette vision l'avait frappée comme un coup de massue, mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette découverte allait révéler bien plus qu'une simple tromperie. Car Aïssata n'était pas la femme fragile que son mari croyait avoir abandonnée derrière lui avec ses problèmes financiers. Ingénieur informatique, diplômé de Supélec, Aïssata avait rencontré Damien Moreau lors d'un salon technologique à La Défense il y a 8 ans. Lui, consultant en marketing digital, elle, développeuse senior dans une start-up prometteuse. Leur mariage avait été célébré dans l'intimité à la mairie du 15e arrondissement, en présence de leurs familles respectives. Les parents d'Aïssata, originaires du Sénégal et installés en France depuis 30 ans, avaient accueilli Damien avec bienveillance. Son père, ancien ingénieur des ponts et chaussées, et sa mère, professeure de mathématiques à la retraite, avaient apprécié l'ambition professionnelle du jeune homme et sa dévotion apparente pour leur fille. Les premières années avaient été harmonieuses. Aïssata progressait rapidement dans sa carrière, enchaînant les projets innovants et les promotions. Damien développait sa clientèle de consultants, travaillant principalement avec des PME parisiennes. Ils avaient acheté ensemble un 4 pièces dans le 15e, près du métro Cambronne, et parlaient d'enfants pour bientôt. Aïssata avait même ralenti son rythme professionnel, refusant plusieurs opportunités lucratives pour privilégier leur vie de couple. Elle ne savait pas encore qu'elle sacrifiait sa carrière pour un homme qui préparait déjà sa sortie. Les problèmes avaient commencé il y a 2 ans, quand Damien avait évoqué des difficultés financières liées à ses investissements. Il avait parlé de placements risqués qui tournaient mal, de clients qui ne payaient pas, de dettes qui s'accumulaient. Aïssata, confiante et amoureuse, avait accepté de l'aider. Elle avait puisé dans ses économies, contracté des prêts personnels, même hypothéqué une partie de l'appartement qu'il possédait en indivision. Au total, elle s'était endettée à hauteur de 95 000 € pour sauver l'homme qu'elle aimait de la faillite. Puis était venu ce matin glacial de mars, quand les gendarmes avaient sonné à leur porte. Accident de voiture sur l'autoroute A6, près de Fontainebleau. Le corps était méconnaissable, mais les papiers d'identité ne laissaient aucun doute. Damien Moreau était mort. Aïssata s'était effondrée, submergée par une douleur qu'elle n'avait jamais imaginée. Les obsèques s'étaient déroulées dans l'intimité, cercueil fermé, en présence d'une 15aine de personnes. Curieusement, très peu d'amis de Damien étaient présents. Ses collègues avaient évoqué des projets à l'étranger qui l'accaparaient ces derniers mois. Dans les semaines qui suivirent, Aïssata découvrit l'ampleur du désastre financier. Les dettes de Damien étaient bien plus importantes qu'elle ne l'imaginait. En tant qu'épouse, elle héritait non seulement de ses biens dérisoires, mais aussi de ses obligations. 120 000 € de dettes diverses, crédits à la consommation, dettes envers des fournisseurs, arriérés d'impôts. Sa propre situation, déjà fragile, devenait catastrophique. Elle dut vendre l'appartement, déménager dans un studio de Vanves et accepter un emploi moins bien payé pour pouvoir rembourser les créanciers. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Aïssata avait donc vécu 6 mois dans cette réalité atroce, pleurer un mari mort tout en payant pour ses erreurs. Elle s'était résignée à cette existence de veuve endettée, travaillant 14 heures par jour entre son emploi de développeuse dans une petite société de Levallois-Perret et ses missions de freelance nocturne. Chaque euro économisé partait immédiatement aux créanciers. Elle avait maigri, perdu le sourire, renoncé à toute vie sociale. Ses parents s'inquiétèrent de sa santé mentale, mais elle refusait leur aide financière, déterminée à assumer seule ce qu'elle considérait comme sa responsabilité d'épouse. C'était un jeudi après-midi pluvieux d'octobre, quand le destin avait frappé. Aïssata sortait d'un rendez-vous client près de la gare Montparnasse, quand elle avait décidé de prendre un café avant de rentrer chez elle. Le café de la Rotonde, cette brasserie mythique du 14e arrondissement, était bondé comme toujours.
Elle avait trouvé une table près de la fenêtre et commandé un expresso, consultant ses mails professionnels sur son téléphone pour optimiser chaque minute. C'est en levant les yeux qu'elle l'avait vu. Au début, son cerveau avait refusé de traiter l'information. Un homme qui ressemblait à Damien, assis à une table du fond, en grande conversation avec un jeune homme brun. Puis, l'homme avait tourné la tête, et Aïssata avait senti son sang se glacer. Ce profil, ce nez légèrement aquilin, cette façon de passer la main dans ses cheveux châtains, c'était indéniablement Damien. Son Damien. Son mari mort depuis 6 mois. L'expresso était resté figé dans sa main tremblante, tandis qu'elle observait la scène avec une fascination horrifiée. Damian portait une barbe de 3 jours qu'il n'avait jamais eue de son vivant officiel, et ses cheveux étaient plus longs, mais c'était bien lui. Il riait, détendu, en tenant la main de son compagnon par-dessus la table. Un geste tendre, intime, qui trahissait une relation bien établie. Ce n'était pas une amitié récente, mais quelque chose de profond, de construit. Quand Damien avait embrassé l'homme sur les lèvres, longuement, passionnément, Aïssata avait compris que sa vie venait de basculer dans une dimension qu'elle n'avait jamais imaginée. Non seulement son mari était vivant, non seulement il l'avait abandonné avec des dettes colossales, mais en plus, il vivait une histoire d'amour avec un autre homme. Toutes ces années de mariage, tous ces projets d'enfants, tous ces moments d'intimité, tout était faux. Elle avait été la couverture parfaite, l'épouse hétérosexuelle qui permettait à Damien de dissimuler sa vraie nature. La rage qui montait en elle était différente de tout ce qu'elle avait pu ressentir. Ce n'était pas seulement de la colère face à la trahison, c'était une fureur froide, calculatrice. Damien avait détruit sa vie de la façon la plus lâche possible, en simulant sa propre mort. Il l'avait laissé pleurer un fantôme pendant 6 mois, payer ses erreurs, sacrifier son avenir. Pendant qu'elle se privait de tout pour honorer ses dettes, lui coulaient des jours heureux dans les bras de son amant. Comment avez-vous réagi à ma place? Dites-le moi en commentaire. Aïssata avait quitté le café sans terminer son expresso, l'esprit en ébullition. Dans le métro qui la ramenait vers Vanves, elle repensait à tous les détails qui auraient dû l'alerter. Les voyages d'affaires de plus en plus fréquents ces derniers mois avant sa mort. Ses absences inexpliquées le week-end, prétendument pour développer de nouveaux contacts professionnels. Sa froideur grandissante dans leur lit, qu'elle attribuait au stress financier. Et surtout, cette distance émotionnelle qui s'était installée entre eux, comme s'il préparait déjà son départ. Elle réalisa aussi que l'accident de voiture était forcément une mise en scène. Damien avait dû corrompre quelqu'un, falsifier des documents, organiser minutieusement sa propre disparition. Cela demandait des complicités, des moyens financiers importants. Où avait-il trouvé l'argent pour financer cette opération? Probablement en détournant une partie des sommes qu'elle lui avait prêtées pour sauver ses affaires. Il avait utilisé sa générosité pour financer son évasion. Le pire, c'était de réaliser qu'elle n'avait jamais vraiment connu l'homme avec qui elle avait partagé 8 années de sa vie. Damien était-il gai depuis le début de leur relation? Avait-il découvert son orientation en cours de route? Dans tous les cas, il avait choisi la solution la plus cruelle, faire disparaître l'épouse gênante plutôt que de divorcer honnêtement. Il préférait qu'elle le croie mort plutôt que de lui avouer sa véritable nature. Cette nuit-là, Aïssata ne dormit pas. Elle tourna et retourna la situation dans sa tête, oscillant entre l'effondrement total et une colère vengeresse. Vers 4 heures du matin, assise à la petite table de son studio spartiate, elle prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle n'allait pas se contenter de subir cette injustice. Damien Moreau allait découvrir qu'il avait sous-estimé la femme qu'il croyait avoir éliminée de sa vie. Car il y avait quelque chose que Damien ignorait sur son épouse, quelque chose qu'Aïssata n'avait jamais eu l'occasion de révéler pendant leur mariage. Ses années d'études à Supélec ne s'étaient pas limitées à l'informatique classique. Elle s'était spécialisée en cybersécurité et investigation numérique, domaine dans lequel elle excellait. Pendant ses études, elle avait même fait un stage de 6 mois dans les services de police technique et scientifique, travaillant sur des affaires de fraude numérique. Plus important encore, Aïssata avait gardé des contacts précieux dans ce milieu. Son ancien maître de stage, le commissaire Laurent Petit, dirigeait maintenant la brigade financière du 3e arrondissement.
Sa condisciple Fatou Keïta était devenue avocate spécialisée en droit pénal des affaires, et son professeur de cryptographie, Madame Dubois, travaillait comme experte judiciaire pour plusieurs tribunaux parisiens. En d'autres termes, Damien venait de commettre l'erreur de sa vie en choisissant de tromper une femme parfaitement équipée pour le traquer et le confondre. Il avait cru épouser une ingénieure informatique lambda. Il découvrirait bientôt qu'il avait vécu 8 ans aux côtés d'une spécialiste de la traque numérique, capable de retrouver n'importe qui disposant d'une identité cachée. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir des témoignages comme le mien. Dès le lendemain matin, Aïssata commença son enquête personnelle avec la méthodologie rigoureuse qu'on lui avait enseignée à Supélec. Premier objectif, confirmer formellement l'identité de l'homme aperçu au café. Elle retourna à la rotonde à la même heure, s'installa stratégiquement avec son ordinateur portable et attendit. Sa patience fut récompensée vers 15 heures quand Damien réapparut, seul cette fois. Elle put prendre plusieurs photos discrètes avec son téléphone, utilisant un logiciel de reconnaissance faciale qu'elle avait développé pendant ses études. L'analyse ne laissa aucun doute. Il s'agissait bien de Damien Moreau, avec 98% de probabilité de correspondance. Elle suivit ensuite sa trace à distance respectueuse, découvrant qu'il vivait dans un appartement cossu du 16e arrondissement, près de la place Victor Hugo. L'immeuble était de standing, avec digicode et gardien. Manifestement, la vie de mort de Damien était bien plus confortable que l'existence de veuve endettée qu'il avait laissée à son épouse. Le week-end suivant, Aïssata mit en œuvre la phase 2 de son plan. Elle contacta son ancien maître de stage, le commissaire Petit, sous prétexte de prendre de ses nouvelles. La conversation dériva naturellement sur les affaires de simulation de décès, sujet sur lequel Petit était intarissable. Il expliqua à Aïssata les différentes méthodes utilisées, les failles du système et surtout les sanctions encourues, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour faux et usage de faux dans un document administratif. Armée de ces informations, Aïssata commença à reconstituer la chronologie de la disparition de Damien. Elle éplucha tous ses anciens relevés bancaires, ses mails professionnels qu'elle avait conservés, ses contacts téléphoniques. Méthodiquement, elle reconstitua ses derniers mois de vie officiels. Elle découvrit plusieurs virements importants vers des comptes qu'elle ne connaissait pas. Des rendez-vous mystérieux dans son agenda professionnel et surtout, une correspondance avec un certain Alex, qui devenait de plus en plus fréquente et intime. Alex. Ce prénom revenait constamment dans les derniers mails de Damien. Des messages codés, des rendez-vous dans des lieux discrets, des références à des projets d'avenir qui prenaient maintenant tout leur sens. Alex était manifestement l'amant pour qui Damien avait organisé sa résurrection. Le jeune homme brun aperçu au café correspondait parfaitement à la description que les mails laissaient entrevoir. Trentenaire, travaillant dans la communication, passionné de voyage et de photographie. La découverte la plus accablante vint quand Aïssata réussit à pirater discrètement la messagerie personnelle de Damien, grâce à un mot de passe qu'il n'avait jamais changé depuis leur mariage. Les échanges avec Alex révélaient toute l'ampleur de la manipulation. Damien expliquait en détail comment il avait monté sa disparition, combien il avait dépensé pour corrompre certaines personnes, et surtout, comment il comptait utiliser l'argent emprunté à sa femme pour financer leur nouvelle vie ensemble. Dans un mail particulièrement révoltant, Damien écrivait « Ma femme est tellement naïve qu'elle a tout gobé. Elle pleure encore mon pauvre corps inexistant et rembourse religieusement mes dettes. On peut maintenant voyager tranquille, elle financera notre bonheur sans même le savoir. » Alex répondait par des émojis moqueurs et des commentaires sur la stupidité de « cette pauvre Aïssata qui se sacrifie pour un fantôme ». Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Partagez en commentaire. Cette découverte acheva de transformer la douleur d'Aïssata en détermination implacable. Damien ne s'était pas contenté de la tromper et de l'abandonner. Il l'avait transformée en source de financement involontaire pour sa nouvelle vie, tout en se moquant d'elle avec son amant. Cette dimension cruelle et calculatrice de la trahison dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle n'était pas seulement une épouse trompée, elle était une victime d'escroquerie organisée. Forte de ces preuves, Aïssata contacta son amie avocate Fatou Keïta pour évaluer ses options légales.
Fatou fut catégorique. Damien était coupable de multiples délits graves. Simulation de décès, faux et usage de faux, escroquerie conjugale, détournement de fonds. Avec les preuves rassemblées par Aïssata, une condamnation était pratiquement garantie. Mais Fatou suggéra une approche plus subtile que la dénonciation immédiate. « Tu peux le détruire légalement », expliqua Fatou, « mais tu peux aussi d'abord récupérer ton argent et lui faire payer psychologiquement ce qu'il t'a fait subir. Ensuite, tu aviseras pour les poursuites. » Cette stratégie séduisait Aïssata. Elle voulait que Damien comprenne exactement qui il avait trahi avant de découvrir les conséquences de ses actes. Le plan qu'elles élaborèrent ensemble était d'une simplicité redoutable. Aïssata allait confronter Damien publiquement, dans un contexte où il ne pourrait ni fuir ni nier. Elle documenterait cette confrontation pour disposer d'aveux enregistrés. Puis elle récupérerait son argent par voie légale avant d'engager des poursuites pénales. Damien découvrirait qu'il avait commis l'erreur de sa vie en sous-estimant une femme qui possédait tous les outils pour le confondre. Car ce que Damien ignorait, c'est qu'Aïssata n'était pas seulement une ingénieure informatique compétente. Elle était une femme brillante, déterminée, et parfaitement équipée pour mener ce type d'enquête. Ses compétences en cybersécurité, ses contacts dans la police et la justice, sa formation en investigation numérique, tout cela faisait d'elle l'adversaire le plus redoutable qu'il pouvait affronter. L'homme qui avait organisé sa propre mort pour échapper à ses responsabilités allait découvrir qu'on ne trompe pas impunément Aïssata Diallo. Et quand elle en aurait fini avec lui, il regretterait amèrement de ne pas être resté vraiment mort. L'occasion parfaite de confronter Damien se présenta 2 semaines plus tard grâce à une information récoltée dans ses mails piratés. Alex organisait une soirée d'anniversaire dans un restaurant branché du 11e arrondissement, près de République. Damien y serait présent, en compagnie de tout le cercle d'amis qui connaissaient manifestement sa vraie situation. C'était l'endroit idéal pour une confrontation publique qui l'empêcherait de nier ou de fuir. Aïssata prépara méticuleusement cette soirée décisive. Elle contacta son amie Fatou pour qu'elle l'accompagne en tant que témoin et conseil juridique. Elle prépara également un dossier complet de preuves qu'elle pourrait présenter immédiatement. Photos du café, copies des mails compromettants, relevés bancaires montrant les détournements de fonds. Son téléphone était équipé d'une application d'enregistrement discret pour capturer tous les échanges à venir. Elle choisit sa tenue avec soin. Un ensemble noir élégant qui la mettait en valeur, mais surtout qui contrastait avec l'image de veuve en détresse que Damien gardait d'elle. Elle voulait qu'il réalise immédiatement qu'il n'avait plus affaire à la femme brisée qu'il croyait avoir laissée derrière lui. Cette Aïssata-là était déterminée, préparée et dangereuse. Le restaurant Le Comptoir du 11 était effectivement bondé ce vendredi soir. Ambiance feutrée, clientèle branchée, musique jazzy en arrière-fond. Aïssata repéra immédiatement la table d'Alex. Une dizaine de personnes, champagne et rires bruyants. Damien était là, détendu, un bras nonchalamment passé autour des épaules de son amant. Il portait une chemise blanche cintrée qu'elle ne lui avait jamais vue, et ses cheveux plus longs lui donnaient un air bohème qui ne lui ressemblait pas. « Tu es sûr de vouloir faire ça ici ?» murmura Fatou en observant la scène. Aïssata hocha la tête fermement. Elle avait suffisamment souffert en silence. Cette confrontation publique était nécessaire pour qu'il comprenne la gravité de ce qu'il avait fait. Et la présence de témoins l'empêcherait de mentir ou de minimiser ses actes. Aïssata s'approcha lentement de leur table, le cœur battant mais l'esprit clair. Les conversations s'arrêtèrent progressivement à mesure que les convives remarquaient cette femme noire élégante qui se dirigeait vers eux avec une détermination évidente. Alex fut le premier à lever les yeux, son sourire se figeant immédiatement. Il donna un coup de coude à Damien qui se retourna machinalement. Le choc sur le visage de son mari fut saisissant. D'abord l'incompréhension totale, puis la reconnaissance horrifiée, enfin la panique pure. Il devint livide en 1 seconde, sa bouche s'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte. Ses mains se mirent à trembler, renversant légèrement sa coupe de champagne. Autour de lui, ses amis ne comprenaient manifestement pas ce qui se passait, mais sentirent la tension monter. « Bonsoir Damien », dit Aïssata d'une voix calme mais parfaitement audible. « J'espère que tu vas bien depuis ta résurrection. »
Le mot résonnait dans le restaurant comme un coup de tonnerre. Plusieurs conversations s'arrêtèrent aux tables voisines, les clients sentant instinctivement qu'un drame était en train de se jouer. Damien tenta de se lever, probablement pour l'emmener à l'écart, mais Aïssata l'arrêta d'un geste. « Non, reste assis. Après 6 mois à pleurer ta mort, j'ai des choses à te dire devant témoins. » Sa voix portait parfaitement dans le restaurant, attirant maintenant l'attention de toute la salle. Alex semblait pétrifié, comprenant que leur secret venait d'exploser au grand jour. « Aïssata, je peux t'expliquer » commença Damien d'une voix étranglée, mais elle le coupa immédiatement. Elle sortit son téléphone, lança l'application d'enregistrement et posa l'appareil bien en évidence sur la table. « Parfait. Explique-moi donc comment on organise sa propre mort pour échapper à ses dettes et abandonner sa femme. J'enregistre, pour la police. » Le silence qui suivit était pesant. Même la musique du restaurant semblait avoir baissé d'un ton. Les amis de Damien et Alex se regardaient avec des expressions d'incompréhension totale. Manifestement, ils ignoraient la vraie situation de Damien. Pour eux, il était célibataire, libre, sans passé conjugal encombrant. « Tu ne peux pas comprendre, » balbutia Damien. « Ma situation était impossible. J'avais des dettes, des problèmes. Je ne voyais pas d'autre solution. » Aïssata eut un rire sans joie. « Tes dettes ? Tu veux parler des 95 000 € que j'ai empruntés pour te sauver de la faillite ? Cet argent que tu as utilisé pour financer ta disparition et ta nouvelle vie avec Alex ?» La révélation fit l'effet d'une bombe. Alex sursauta, comme s'il avait reçu une gifle, réalisant soudain que l'argent qui finançait leur bonheur venait de l'épouse trompée. Autour de la table, les visages exprimaient maintenant un dégoût évident. Même les amis les plus proches de Damien semblaient choqués par la révélation de ses méthodes. « Je vais te rembourser, » dit précipitamment Damien. « Donne-moi du temps, je vais. » Aïssata l'interrompit à nouveau, sortant cette fois une liasse de documents de son sac. « Du temps ? J'ai découvert tes mails avec Alex, Damien. Je sais exactement où est passé mon argent. Voyage en Italie, appartement de standing, restaurant gastronomique. Vous avez bien profité de ma générosité involontaire. » Elle étala méthodiquement sur la table les relevés bancaires, les captures d'écran des mails, les photos du café Montparnasse. Chaque preuve tombait comme un couperet, détruisant systématiquement tous les mensonges de Damien. « J'ai aussi découvert que tu te moquais de moi dans tes messages. Tu écrivais que j'étais tellement naïve que je gobais tout, que je finançais votre bonheur sans même le savoir. » Cette révélation acheva de retourner l'assistance contre Damien. Même Alex semblait maintenant mal à l'aise, réalisant qu'il était complice d'une manipulation particulièrement cruelle. Les autres convives commençaient à se lever, visiblement gênés de participer involontairement à cette scène. Certains jetaient des regards dégoûtés vers Damien, comprenant enfin le type d'homme qu'il fréquentait. « Comment as-tu pu me faire ça ?» continua Aïssata, sa voix tremblant légèrement pour la première fois. « 8 ans de mariage, 8 ans où je t'ai fait confiance, où j'ai tout sacrifié pour toi. Et ta solution pour vivre ton homosexualité, ça a été de me faire croire que tu étais mort, de me laisser rembourser tes dettes pendant que tu coulais des jours heureux. » Damien tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. « Écoute, je sais que j'ai mal agi, mais tu ne peux pas comprendre la pression que je subissais. Ma famille, mon entourage. Je ne pouvais pas assumer ma vraie nature. Et nos problèmes d'argent ?» Aïssata eut un geste de dégoût. « Nos problèmes ? Ces dettes étaient les tiennes, Damien. Et tu as choisi la solution la plus lâche, faire disparaître l'épouse gênante plutôt que de divorcer honnêtement. » La confrontation prenait maintenant une dimension émotionnelle que les preuves matérielles n'avaient pas. Aïssata réalisait qu'elle exprimait enfin 6 mois de douleur refoulée, 6 mois où elle avait pleuré un homme qui se moquait d'elle dans les bras de son amant. « Tu m'as laissé organiser tes obsèques, Damien. J'ai prononcé un éloge funèbre pour quelqu'un qui riait de ma naïveté. J'ai porté le deuil d'un fantôme pendant que tu vivais ta vraie vie. Comment auriez-vous réagi à ma place ? Dites-le-moi en commentaire. » Le restaurant était maintenant pratiquement silencieux, tous les clients suivant cette confrontation surréaliste. Le personnel, d'abord gêné par le scandale, semblait maintenant fasciné par le drame qui se jouait. Même le serveur qui devait apporter l'addition restait figé à distance, n'osant pas interrompre.
Alex tenta finalement d'intervenir. « Madame, je ne savais pas. Damien m'avait dit qu'il était divorcé et que… » Aïssata se tourna vers lui avec un sourire glacial. « Bien sûr, Alex. Et vous n'avez jamais trouvé curieux qu'un homme récemment divorcé ait autant d'argent liquide pour financer vos escapades romantiques? Vous n'avez jamais posé de questions sur l'origine de ces fonds? » Le jeune homme rougit violemment, comprenant qu'il était démasqué. Ses propres amis le regardaient maintenant avec suspicion, réalisant qu'ils avaient peut-être profité eux aussi de cet argent détourné lors des soirées et voyages organisés par le couple. Damien fit une dernière tentative désespérée. « Aïssata, je sais que j'ai eu tort, mais on peut régler ça entre nous. Pas besoin d'impliquer la police ou… » Elle le regarda avec un mépris évident. « La police? Oh, Damien, tu n'y es pas du tout. Ce que tu ignores, c'est que je suis ingénieur en cybersécurité, spécialisé en investigation numérique. J'ai tous tes mails, tous tes relevés bancaires, tous tes mouvements de fonds, et j'ai des amis très bien placés dans la police financière. » Cette révélation fit l'effet d'un électrochoc. Pour la première fois, Damien réalisa qu'il n'avait pas affaire à la femme fragile qu'il croyait avoir laissée derrière lui. L'Aïssata qui lui faisait face était organisée, compétente et dangereuse. Elle avait les moyens et les contacts pour le détruire complètement. Tu vas découvrir que simuler sa propre mort, c'est passible de 5 ans de prison, continua Aïssata implacablement. Sans compter l'escroquerie, les faux et usages de faux, le détournement de fonds conjugaux. Mon avocate estime tes risques à 8 à 10 ans ferme, avec interdiction de territoire pour Alex s'il est considéré comme complice. Cette précision acheva de faire voler en éclats la façade de Damien. Il s'effondra littéralement, le visage dans les mains, réalisant enfin l'ampleur du piège qui se refermait sur lui. Il avait cru tromper une victime facile. Il découvrait qu'il venait de défier quelqu'un de parfaitement équipé pour le traquer et le confondre. Le choc de cette révélation transforma complètement l'atmosphère du restaurant. Damien, qui quelques minutes plus tôt riait avec ses amis en célébrant l'anniversaire d'Alex, se retrouvait maintenant face à une réalité terrifiante. Il venait de découvrir que sa femme n'était pas la victime naïve qu'il imaginait, mais une professionnelle parfaitement formée pour démanteler exactement le type d'escroquerie qu'il avait orchestré. « 8 à 10 ans ferme, répéta Aïssata d'une voix glaciale. C'est ce que ça coûte de jouer avec la vie de quelqu'un, Damien. Et crois-moi, avec les preuves que j'ai rassemblées, aucun juge ne sera clément. » Elle sortit une nouvelle liasse de documents de son sac, les étalant méthodiquement devant lui comme un procureur présenterait ses pièces à conviction. « Voici la copie de l'acte de décès falsifié. J'ai retrouvé la trace des paiements que tu as effectués pour corrompre l'employé de l'état civil. 3 000 € versés sur son compte personnel, que tu as prélevé sur l'argent que je t'avais prêté pour sauver tes affaires. » Damien regardait les documents avec l'expression d'un homme qui voit sa vie s'effondrer en temps réel. « Et voici, » continua Aïssata en sortant d'autres papiers, « les relevés de l'assurance vie que tu avais souscrite à ton nom il y a 1 an. 200 000 € de capital d'essai. Tu comptais faire croire à ta mort pour que je touche cette somme, puis la récupérer discrètement une fois les choses tassées, n'est-ce pas? Sauf que j'ai découvert ton petit jeu avant de déclarer ton décès à l'assureur. » Cette révélation fit l'effet d'un coup de massue. Même Alex semblait découvrir cet aspect du plan de Damien. Il regardait son amant avec une expression d'horreur croissante, réalisant qu'il avait été manipulé lui aussi. Damien n'était pas seulement un homme qui fuyait ses responsabilités conjugales. C'était un escroc méthodique qui avait planifié une fraude à l'assurance de grande ampleur. « Tu vois, Damien, » reprit Aïssata avec un calme effrayant. « Pendant que tu me croyais en train de pleurer dans mon coin comme une pauvre veuve éplorée, moi je reconstituais ton plan dans ses moindres détails. J'ai retrouvé les transferts d'argent vers le compte offshore que tu as ouvert aux îles Caïmans. J'ai identifié les complices que tu as payés. J'ai même localisé l'appartement de Planck où tu as vécu les 2 premières semaines après ta fausse mort. » Chaque révélation était comme un coup de poignard. Damien réalisait progressivement qu'Aïssata avait démantelé son plan avec une précision chirurgicale. Toutes ses précautions, tous ses mensonges, toutes ses couvertures. Elle avait tout découvert. Et le pire, c'est qu'elle avait fait cela seule, avec ses propres compétences, pendant qu'il se croyait en sécurité. Comment?
Comment tu as fait? Balbutia-t-il finalement, sa voix à peine audible. Aïssata eut un sourire sans joie. Comment j'ai fait? Damien, tu as vécu 8 ans avec moi sans jamais chercher à savoir qui j'étais vraiment. Tu savais que j'étais ingénieur informatique, mais tu ignorais ma spécialisation en cybersécurité. Tu ignorais que j'avais fait un stage de 6 mois dans les services de police scientifique. Tu ignorais que je maîtrise parfaitement l'investigation numérique et le pistage de fonds. Elle se pencha vers lui, sa voix devenant presque un murmure, mais parfaitement audible dans le silence du restaurant. Tu as commis l'erreur de ta vie en choisissant de tromper quelqu'un qui avait tous les outils pour te retrouver. Si tu avais voulu escroquer une institutrice ou une secrétaire, ton plan aurait peut-être marché. Mais moi, Damien, je suis exactement le type de personne formée pour démonter ce genre de montage. Alex tentait désespérément de se distancer de la situation. Écoute, je ne savais rien de tout ça, je te jure. Damien m'avait dit qu'il était divorcé, qu'il avait liquidé ses affaires en France pour repartir à zéro. Aïssata le regarda avec pitié. Alex, vous vivez depuis 6 mois dans un appartement payé avec l'argent que j'ai emprunté pour sauver mon mari de la faillite. Vous avez voyagé en Italie avec mes économies. Vous avez dîné dans les meilleurs restaurants de Paris grâce aux sacrifices que je faisais pour honorer ces dettes. Vous êtes complice, que vous l'ayez su ou non. Cette dimension de la trahison semblait la plus difficile à accepter pour Aïssata. Non seulement Damien l'avait trompée et abandonnée, mais il avait utilisé sa générosité pour financer une nouvelle vie qu'elle ne connaîtrait jamais. Chaque moment de bonheur qu'il avait vécu avec Alex depuis 6 mois avait été payé par ses larmes et ses privations à elle. « Tu veux savoir ce que j'ai vécu pendant que vous vous amusiez ?» continua-t-elle, sa voix commençant enfin à trembler. « J'ai vendu nos meubles, Damien. J'ai vendu la bague de fiançailles que tu m'avais offerte. J'ai déménagé dans un studio de 25 mètres carrés à Vanves. Je travaille 14 heures par jour pour rembourser tes dettes. Je me nourris de pâtes et de conserves pour économiser chaque euro. Et pendant ce temps-là, vous vous offriez des week-ends à Deauville avec mon argent. » Le restaurant était maintenant complètement silencieux. Même le personnel avait arrêté toute activité pour suivre cette confrontation déchirante. Plusieurs clientes avaient les larmes aux yeux, touchées par la douleur évidente d'Aïssata. L'ampleur de la cruauté de Damien devenait évidente pour tous les témoins. « Je vais te rembourser », répéta Damien faiblement. « Je vais vendre l'appartement, liquider mes comptes. » Aïssata secoua la tête avec lassitude. « Tu vas me rembourser, Damien, mais pas par générosité. Tu vas me rembourser parce que la justice va t'y obliger. Avec les intérêts, les dommages et intérêts, et les pénalités. » Elle sortit une dernière enveloppe de son sac, la posant devant lui avec solennité. « Voici une assignation en remboursement immédiat de l'intégralité des sommes détournées, plus 100 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Tu as 15 jours pour t'exécuter. Passé ce délai, c'est le tribunal correctionnel et les poursuites pénales. » Damien ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, découvrant un document officiel parfaitement rédigé. Son visage devint encore plus livide quand il réalisa que cette assignation était parfaitement légale et immédiatement exécutoire. Aïssata n'était pas venue pour une confrontation émotionnelle, elle était venue pour une exécution juridique en bonne et due forme. « 200 000 €, balbutia-t-il en lisant la somme réclamée. « Mais je n'ai pas cette somme. » Aïssata haussa les épaules. « Alors tu vas vendre ton appartement du 16e, liquider tes comptes offshore et rembourser jusqu'au dernier euro. Et si ça ne suffit pas, tu découvriras le charme de la prison pour dette. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir des témoignages comme le mien. » L'assistance commençait maintenant à se disperser, la plupart des convives d'Alex préférant quitter les lieux plutôt que d'être associés à ce scandale. Alex lui-même semblait pétrifié, réalisant que sa nouvelle vie venait de s'effondrer en une soirée. Son appartement était au nom de Damien, financé par l'argent d'Aïssata. Il allait se retrouver à la rue. « Tu ne peux pas me faire ça », tenta une dernière fois Damien. « Si tu me dénonces, ma vie est finie. Ma famille va apprendre la vérité, mes amis. Je ne pourrai plus jamais refaire ma vie. » Aïssata le regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. « Ta vie est finie ? Et la mienne, Damien. Tu as détruit ma santé, mes finances, ma confiance en l'humanité. Tu m'as fait pleurer un fantôme pendant 6 mois.
Tu as utilisé mon amour contre moi de la façon la plus cruelle possible. » Elle se leva lentement, rassemblant ses documents avec méthode. « Mais il y a une différence entre toi et moi, Damien. Moi, quand ma vie s'est effondrée, j'ai trouvé la force de la reconstruire. Toi, tu as choisi la lâcheté et la fuite. Et maintenant, tu vas assumer les conséquences de tes choix. » Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers lui, sa voix retrouvant toute sa fermeté. « Tu as 15 jours pour le remboursement. Si tu respectes tes obligations, je me contenterai de la procédure civile. Si tu tentes de fuir à nouveau ou de me tromper une seconde fois, j'activerai immédiatement la procédure pénale. Et cette fois, Damien, tu découvriras qu'on ne disparaît pas 2 fois. » Elle quitta le restaurant sous les regards admiratifs de plusieurs clientes qui avaient assisté à la scène. Derrière elle, elle laissait un homme effondré qui réalisait enfin qu'il venait de commettre l'erreur de sa vie en sous-estimant une femme qui possédait tous les moyens de le détruire. Fatou, qui avait assisté silencieusement à toute la scène, la rejoignit sur le trottoir avec un sourire admiratif. « Je crois qu'il va payer, » dit-elle simplement. Aïssata hocha la tête, sentant enfin un poids énorme se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis 6 mois, elle avait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Les 15 jours qui suivirent cette confrontation mémorable furent les plus intenses de la vie d'Aïssata. Damien avait tenté de négocier par l'intermédiaire d'un avocat, proposant un échelonnement du remboursement sur plusieurs années. Mais Aïssata, conseillée par Fatou, était restée inflexible. Remboursement intégral et immédiat, sans discussion possible. Elle avait trop souffert pour accepter le moindre compromis. Le 10e jour, elle reçut un appel inattendu de la banque Crédit Lyonnais. Un virement de 150 000 € venait d'être effectué sur son compte personnel. Le complément arriva 2 jours plus tard, sous forme de chèque de banque. 50 000 € exacts. Damien avait tenu parole, liquidant manifestement tout ce qu'il possédait pour honorer sa dette. Ce qui surprit le plus Aïssata, ce fut de découvrir qu'il possédait effectivement ces sommes. Ses recherches avaient révélé l'existence des comptes offshore et de l'appartement du 16e, mais elles n'avaient pas mesuré l'ampleur de ses avoirs cachés. Manifestement, l'escroquerie conjugale n'était qu'une partie d'un plan financier bien plus vaste. Damien avait probablement détourné des fonds d'autres sources pendant des années. Avec ce remboursement intégral, Aïssata put enfin respirer. Elle remboursa immédiatement tous ses créanciers, récupéra une cote de crédit décente et surtout retrouva une liberté financière qu'elle n'avait plus connue depuis 2 ans. Mais au-delà de l'aspect matériel, c'était la reconnaissance de son intelligence et de sa détermination qui la satisfaisait le plus. Elle avait prouvé qu'on ne la trompait pas impunément. 3 semaines après le virement, elle reçut un mail surprenant d'Alex. Le jeune homme lui demandait un rendez-vous, évoquant des révélations importantes sur Damien qu'elle devait absolument connaître. Intriguée et curieuse de comprendre la suite des événements, Aïssata accepta de le rencontrer dans un café neutre près de la gare du Nord. Alex avait visiblement beaucoup changé depuis la soirée du restaurant. Amaigri, le teint gris, il portait des vêtements plus simples et semblait avoir perdu toute sa superbe d'antan. « Je vous remercie d'avoir accepté de me voir », commença-t-il d'une voix fatiguée. « J'ai des choses à vous dire sur Damien que vous devez absolument savoir. » Il expliqua qu'après la confrontation publique, leur relation s'était rapidement dégradée. Damien était devenu violent, l'accusant d'être responsable de leur découverte parce qu'il avait insisté pour organiser cette fête d'anniversaire. Plus grave encore, Alex avait découvert que Damien lui mentait depuis le début sur bien plus que sa situation conjugale. Il n'était pas consultant en marketing digital, révéla Alex avec amertume. Enfin, pas seulement, il dirigeait un réseau d'escroquerie en ligne, des sites de rencontres bidons, des arnaques aux sentiments, du chantage photo. Il gagnait des centaines de milliers d'euros par an en manipulant des femmes seules. Cette révélation glaça le sang d'Aïssata. Elle avait cru épouser un homme d'affaires aux méthodes douteuses. Elle découvrait qu'elle avait vécu avec un prédateur professionnel. Alex sortit une clé USB de sa poche, la posant sur la table entre eux. Voici toutes ces archives. Comptes bancaires secrets, liste de victimes, correspondances compromettantes, tout. Quand j'ai découvert ça, j'ai compris que je n'étais qu'une couverture de plus dans sa vie de mensonges.
Il utilisait notre relation pour parfaire son image de couple heureux sur les réseaux sociaux, ça rassurait ses victimes. Cette dimension de manipulation supplémentaire révolta Aïssata. Non seulement Damien l'avait trompée personnellement, mais il avait fait d'elle la complice involontaire d'escroqueries à grande échelle. Leur mariage respectable, leurs photos de couple sur Facebook, leur vie sociale apparemment normale, tout cela servait à rassurer les femmes qui l'arnaquaient par ailleurs. « Il y a une victime en particulier que vous devriez connaître », continua Alex. « Monique Dubois, 68 ans, retraitée de l'enseignement. Il lui a soutiré 80 000 € en 6 mois en se faisant passer pour un veuf cherchant l'amour. Quand elle a découvert la vérité, elle a fait une dépression nerveuse. Elle est actuellement internée en psychiatrie. » Cette information acheva de convaincre Aïssata que Damien méritait bien plus que de simples poursuites civiles. Cet homme détruisait méthodiquement la vie de femmes vulnérables, utilisant sa respectabilité conjugale comme outil de manipulation. Elle n'était pas seulement une épouse trompée, elle était la caution morale involontaire d'un réseau criminel. « Pourquoi me donnez-vous tout ça ?» demanda-t-elle en examinant la clé USB. Alex baissa les yeux avec honte. « Parce que j'ai réalisé que j'étais devenue complice de quelque chose d'horrible. Et parce que vous étiez la seule à avoir eu le courage de lui tenir tête. Toutes ces femmes qu'il a détruites, elles n'ont jamais su qui les avait arnaquées. Vous l'avez confronté publiquement. Vous lui avez fait payer. » Aïssata comprit qu'Alex cherchait une forme de rédemption en l'aidant à révéler l'ampleur des crimes de Damien. « Il est tout maintenant ?» demanda-t-elle. Alex eut un sourire amer. « Parti, disparu à nouveau. Après vous avoir remboursé, il a liquidé tout ce qui lui restait et il s'est volatilisé. Il m'a dit qu'il allait refaire sa vie en Amérique du Sud, sous une nouvelle identité. » Cette information ne surprit qu'à moitié Aïssata. Un homme capable de simuler sa propre mort était parfaitement capable de fuir le pays pour échapper aux conséquences de ses actes. Mais cette fois, il ne partirait pas impunément. Avec les preuves fournies par Alex, elle avait de quoi alerter Interpol et rendre sa fuite très compliquée. « Il y a autre chose que vous devez savoir », ajouta Alex d'une voix hésitante. « Damien, il parlait de vous très différemment quand il pensait que vous ne découvririez jamais la vérité. Il vous respectait, vous admirait même. Il disait souvent que vous étiez plus intelligente que lui, que vous auriez pu faire une carrière extraordinaire si vous n'aviez pas sacrifié vos ambitions pour votre couple. » Cette révélation était paradoxalement la plus douloureuse. Apprendre que Damien la respectait secrètement, tout en la manipulant, rendait sa trahison encore plus cruelle. Il avait consciemment détruit une femme qu'il admirait, préférant exploiter ses qualités plutôt que de les célébrer. « Il regrettait vraiment de vous avoir fait du mal, » continua Alex. Mais il disait qu'il était trop loin dans ses mensonges pour faire marche arrière, que sa seule solution était de disparaître complètement de votre vie. Aïssata secoua la tête avec tristesse. « Il aurait pu divorcer honnêtement. J'aurais souffert, mais j'aurais compris et respecté sa décision. Au lieu de ça, il a choisi la manipulation la plus cruelle possible. » Le rendez-vous s'acheva sur cet échange amer. Aïssata repartit avec la clé USB d'Alex, consciente qu'elle détenait maintenant les moyens de faire tomber un réseau criminel entier. Mais elle repartait aussi avec une compréhension plus nuancée de son ex-mari. Damien n'était pas seulement un lâche et un menteur. C'était un homme qui avait choisi le crime par facilité, détruisant au passage toutes les personnes qui lui faisaient confiance. Cette révélation la confortait dans sa décision de ne pas s'arrêter au remboursement financier. Damien méritait que ses crimes soient exposés et que ses victimes obtiennent justice. Et avec les preuves d'Alex, elle avait maintenant les moyens d'y parvenir. Le lendemain de sa rencontre avec Alex, Aïssata contacta le commissaire Laurent Petit pour organiser un rendez-vous officiel. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une conversation informelle entre anciens collègues, mais de la remise de preuves concernant un réseau criminel d'envergure. Laurent accepta immédiatement de la recevoir, intrigué par les éléments qu'elle évoquait au téléphone. La brigade financière du 3e arrondissement était installée dans un immeuble moderne près de République. Aïssata s'y présenta avec un dossier complet, les preuves de sa propre affaire, mais aussi tous les éléments fournis par Alex concernant les autres victimes de Damien. Laurent examina méticuleusement chaque document,
son expression devenant de plus en plus grave au fur et à mesure de sa lecture. « C'est énorme », finit-il par dire en reposant la dernière liasse de documents. « Ton ex-mari dirigeait effectivement un réseau d'escroqueries sophistiqué. On parle de plusieurs centaines de victimes et de millions d'euros détournés sur 5 ans. » Il désigna particulièrement les listings de comptes bancaires offshore. Ces mouvements de fonds révèlent une organisation criminelle rodée avec des complicités internationales. Laurent expliqua qu'une enquête préliminaire serait immédiatement ouverte, avec diffusion d'un mandat d'arrêt international contre Damien. Même s'il a fui en Amérique du Sud, on le retrouvera. Ce type de réseau laisse toujours des traces numériques. Et avec tes compétences en investigation digitale, tu pourrais nous aider à reconstituer ces méthodes. Cette proposition enthousiasma Aïssata. Pouvoir utiliser ses compétences professionnelles pour démasquer d'autres escrocs comme Damien donnait un sens nouveau à son expertise. « J'accepte, dit-elle sans hésiter, mais à une condition. Je veux pouvoir contacter personnellement les victimes que vous identifierez. Elles ont le droit de savoir qu'elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. » Laurent acquiesça immédiatement. Il comprenait que pour Aïssata, cette enquête était devenue bien plus qu'une affaire personnelle. C'était un combat pour toutes les femmes manipulées par des prédateurs comme son ex-mari. L'enquête progressa rapidement grâce aux preuves fournies par Alex et à l'expertise d'Aïssata. En 2 mois, l'équipe de Laurent avait identifié 93 victimes directes, principalement des femmes de 40 à 70 ans, escroquées pour un montant total de 2 300 000 €. Chaque histoire était un drame personnel. Divorce ruineux, dépression, tentative de suicide, famille détruite. Aïssata prit personnellement contact avec chacune de ces femmes, leur expliquant qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles avaient été victimes d'un professionnel de la manipulation. Ces conversations étaient difficiles mais nécessaires. Beaucoup de ces femmes portaient une culpabilité énorme, se reprochant leur naïveté. Entendre le témoignage d'une femme intelligente et éduquée qui avait elle aussi été trompée les aidait à dédramatiser leur propre expérience. « Vous savez, » lui dit un jour Monique Dubois lors d'un appel téléphonique, « votre histoire m'a fait comprendre que je n'étais pas stupide. Cet homme était juste très fort pour manipuler. Si une ingénieure comme vous s'est fait avoir, alors moi, ancienne institutrice, je ne pouvais pas deviner. » Ces mots touchèrent profondément Aïssata. Son combat personnel était devenu thérapeutique pour d'autres. 3 mois après le début de l'enquête officielle, Laurent l'appela avec une nouvelle extraordinaire. Damien avait été arrêté à Bogota par les autorités colombiennes, sur demande d'Interpol. Il tentait d'ouvrir des comptes bancaires sous une fausse identité quand les systèmes de détection automatique l'avaient repéré. « Il sera extradé vers la France dans les 15 jours, annonça Laurent. Et grâce aux preuves que tu nous as fournies, on a un dossier en béton contre lui. » Cette nouvelle remplit Aïssata d'une satisfaction profonde. Damien allait enfin répondre de ses actes devant la justice française. Mais plus important encore, son arrestation envoyait un message clair. On ne peut pas détruire la vie de dizaines de personnes et s'enfuir impunément vers un paradis tropical. Le procès eut lieu 8 mois plus tard au tribunal correctionnel de Paris. Aïssata était citée comme témoin principal, mais aussi comme partie civile, représentant symboliquement toutes les victimes du réseau. Damien, amaigri et vieilli par ses mois de détention provisoire, évita soigneusement son regard quand elle entra dans la salle d'audience. L'acte d'accusation était accablant. Escroquerie en bande organisée, simulation de décès, faux et usage de faux, blanchiment d'argent, abus de faiblesse. Le procureur requit une peine de 8 ans de prison ferme et l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pendant 10 ans. L'accusé a fait de la manipulation psychologique un métier, déclara-t-il. Il a détruit méthodiquement la confiance de dizaines de femmes, causant des préjudices psychologiques irréparables. Quand vint le tour d'Aïssata de témoigner, elle choisit de parler non seulement de sa propre expérience, mais de toutes les femmes qu'elle avait rencontrées pendant l'enquête. « Monsieur Moreau n'a pas seulement escroqué de l'argent, » déclara-t-elle face à la cour. « Il a détruit la capacité de ses victimes à faire confiance, à aimer, à croire en l'humanité. » Certaines ne s'en remettront jamais complètement. Elle raconta comment Monique Dubois avait dû être hospitalisée, comment Catherine Martin avait perdu sa maison familiale, comment Sylvie Durand s'était retrouvée endettée jusqu'à la retraite.
Ces femmes ne récupéreront jamais complètement leur argent, continua Aïssata, mais elles méritent au moins que justice soit rendue. Damien fut condamné à 6 ans de prison ferme, plus 2 ans avec sursis. Le tribunal ordonna également le remboursement intégral des victimes sur ses biens saisis et lui interdit définitivement d'exercer des activités de conseil ou de commerce. En sortant du tribunal, Aïssata ressentit enfin une paix complète. Justice avait été rendue, non seulement pour elle, mais pour toutes les femmes manipulées par son ex-mari. 6 mois après le procès, Aïssata reçut une proposition inattendue du commissaire Laurent. Intégrer officiellement la brigade financière comme experte en cybercriminalité. Tu as prouvé pendant cette enquête que tu avais exactement le profil qu'on recherche, expliqua-t-il. Intelligence, détermination, empathie pour les victimes et surtout, compétences techniques exceptionnelles. Cette proposition représentait un tournant complet dans sa vie professionnelle. Quitter le secteur privé pour rejoindre la police judiciaire était un choix important, mais l'idée de pouvoir aider d'autres victimes d'escroquerie l'enthousiasmait. « J'accepte », répondit-elle sans hésiter, « mais je veux pouvoir continuer à accompagner personnellement les victimes que nous identifions. » 1 an et demi après avoir découvert Damien au café Montparnasse, Aïssata avait complètement reconstruit sa vie. Inspectrice à la brigade financière, spécialisée dans la lutte contre les escroqueries sentimentales, elle dirigeait désormais une équipe de 5 personnes et avait contribué à démanteler 3 autres réseaux criminels. Sa propre expérience de victime lui donnait une perspective unique pour comprendre les mécanismes de manipulation et aider les victimes à se reconstruire. Elle habitait maintenant un bel appartement dans le 11e arrondissement, près de République, qu'elle avait acheté grâce aux dommages et intérêts obtenus lors du procès. Ses parents, initialement inquiets de la voir rejoindre la police, étaient maintenant fiers de voir leur fille utiliser ses compétences pour protéger d'autres femmes. « Tu sais, » lui dit un jour sa mère lors d'un déjeuner familial, « je pense que cette épreuve t'a révélé qui tu étais vraiment. Tu as transformé la pire trahison de ta vie en vocation pour aider les autres. » Aïssata sourit en repensant au chemin parcouru. L'ingénieur timide qui sacrifiait sa carrière pour son couple était devenu une femme déterminée, respectée professionnellement et parfaitement épanouie. Quelques mois plus tard, elle créa une association d'aide aux victimes d'escroqueries sentimentales, baptisée Confiance retrouvée. L'association organisait des groupes de parole, proposait un accompagnement juridique gratuit et surtout, démontrait que se faire manipuler par un professionnel n'avait rien à voir avec la naïveté ou la stupidité. Si mon histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages. La vie avait finalement donné raison à Aïssata. L'homme qui avait cru la détruire en simulant sa propre mort avait en réalité révélé ses forces cachées. Elle était sortie grandie de cette épreuve, plus forte, plus déterminée et parfaitement équipée pour empêcher d'autres prédateurs de nuire. Damien Moreau croupissait en prison, pendant qu'Aïssata Diallo sauvait d'autres femmes de manipulateurs comme lui. Son histoire prouvait qu'aucune trahison, même la plus cruelle, ne peut détruire définitivement quelqu'un qui refuse de se laisser abattre, et que parfois, les pires épreuves révèlent des vocations qu'on n'aurait jamais découvertes autrement.